Au sommaire, diplomatie bilatérale, le chef du gouvernement échange avec l'ambassadeur de l'État de Palestine et la chargée d'affaires au Canada, au Mali et au Niger. À suivre, réforme minière, les membres du CNT s'approprient les codes miniers 2023 et la loi sur le contenu local. Sur le plan international en Centrafrique, réélu pour un troisième mandat, Touadéra face à la contestation de l'opposition. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres. Fidèles téléspectateurs de Maliva TV1, merci de nous choisir pour vous informer. Les chefs du gouvernement, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a reçu en audience l'ambassadeur de l'État de Palestine au Mali ainsi que la chargée d'affaires de l'ambassade du Canada au Mali et au Niger. Ces rencontres ont été l'occasion d'échanges sur la coopération bilatérale avec la volonté affichée de donner un nouvel élan aux relations entre le Mali et ses partenaires. Suivons à présent les interventions de l'ambassadeur de l'État de Palestine et la chargée d'affaires au Canada. J'ai transmis aussi dans ce message la solidarité du peuple palestinien et l'État de Palestine avec le Mali dans les conditions et dans les circonstances qu'elle traverse. Et en même temps, je remercie son Excellence du soutien qu'apporte le Mali au peuple palestinien dans son combat pour la libération de la Palestine et l'édification d'un État palestinien indépendant. Et nous avons rapidement parcouru la situation politique en Palestine, mais aussi les domaines de coopération entre le Mali et la Palestine. Nous sommes en train de donner un nouvel élan avec l'appui de son Excellence le Premier ministre, mais aussi le ministre des Affaires étrangères et sans doute aussi son Excellence le Président de la transition, le général Assimi Goïta. Donc nous sommes en train de reprendre, de donner une nouvelle énergie de cette coopération dans le domaine de l'agriculture, de santé, de la culture, de l'éducation, dans tout ce domaine. Et j'ai pu donner rapidement un aperçu de l'avancée de cette coopération dans tous ces domaines. Et nous sommes en train de planifier d'une réunion, d'une visite des ministres palestiniens concernés pour signer des accords de coopération entre nos deux pays. On a parlé un peu de la fraternité entre nos deux pays, les liens peuple à peuple. Il y a tellement de Maliennes qui sont au Canada, les Canadiens qui sont ici. Les liens entre nos deux pays sont tellement forts. On a parlé de longue date de notre coopération le soutien qu'on donne dans les secteurs comme la santé, l'éducation, bonne gouvernance, économie, croissance, bien sûr le genre, l'importance de la rôle de la femme. Et aussi, on a parlé un peu de le secteur minier. C'est un secteur tellement important pour le Mali. Le Premier ministre a parlé un peu de la situation actuelle et comment ils sont en train de battre le terrorisme. Comme annoncé dans les titres, les membres du Conseil national de transition prennent part à une session d'appropriation des réformes majeures introduites par le Code minier de 2023 ainsi que par la loi relative au contenu local et leur décret d'application. À travers sa commission en charge des mines, l'organe législatif de la transition entend accompagner et valoriser les initiatives des autorités afin que les ressources minières du Mali profitent au peuple malien. Place aux interventions du ministre de l'économie et des finances, Alouseni Sanou, et du ministre des Mines, Amadou Keïta. Il faut que ces ressources-là fassent notre bonheur maintenant. Il faut qu'on se donne les moyens d'avoir toutes les retombées quant à l'exploitation de ces ressources. C'est pour cela qu'on a dit qu'il faut qu'on fasse un code de développement, un code qui va permettre au Mali d'avoir plus de retombées et de pouvoir contrôler le secteur. Et l'autre chose qui est aussi importante, il faut qu'on arrive à démocratiser les mines pour que par la suite, nous-mêmes, nous puissions commencer à produire chez nous-mêmes. En tant que ministre des Finances, on a pris un exemple simple. Lorsqu'on a fini le code minier, on a dit maintenant, on a 15 sociétés minières en activité. Combien nous gagnons en ressources au niveau du budget d'État sur ces 15 sociétés? Ça faisait 562 milliards de francs CFA. Mais avec l'application du nouveau code, on passe à 1022 milliards sur ces 15 sociétés. Aujourd'hui, le Mali a décidé donc de mettre en place des réformes. Et parmi ces réformes, il y a justement des réformes juridiques qui avaient pour objectif de poser les bases juridiques de cette souveraineté
minière. Et ces réformes juridiques, justement, se sont manifestées ou se sont traduites par l'adoption d'un nouveau code minier et d'une loi relative au contenu local. Toujours dans cette dynamique, le président de la Commission des mines, de l'énergie et de l'eau au CNT, ainsi que le 4e vice-président nous en disent davantage. Je me réjouis de l'organisation de cet atelier d'immersion à l'intention des membres du Conseil national de transition. On comprend pourquoi il était si important pour nos autorités de mieux encadrer la valorisation de notre secteur minier par des lois et décrets. Et je salue à cette occasion la clairvoyance du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. La Commission des mines, de l'énergie et de l'eau sollicite l'engagement sans faille de chacun de vous à se faire un ambassadeur du code minier et le contenu local auprès des différentes communautés. Les intervenants du présent séminaire vous feront ainsi connaître les innovations du code minier. À la suite de leur promulgation, le Conseil national de transition a organisé un premier atelier d'immersion à l'intention de ses membres et du personnel administratif afin de partager les principales innovations. Dans la même logique, nous nous retrouvons aujourd'hui après l'adoption des principaux décrets d'application du Code minier et de la loi relative au contenu local afin de donner plus de précision aux membres du Conseil national de transition en vue de les outiller davantage pour une meilleure vulgarisation. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie a visité plusieurs installations de la SAMAPEP, dont la station de pompage de Missira, les châteaux d'eau de Sikoro et les réseaux de 198 km et 100 bornes fontaines automatiques à Bankoni-Razel pour s'imprégner de l'avancement des travaux. Pour plus de précisions, suivons le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Boubacar Djan. Il s'agit de la réalisation des infrastructures d'adduction d'alimentation d'eau potable à Bamako. C'est des grosses œuvres. Nous avons d'abord commencé par Missira pour voir la station de pompage là-bas. Ce que j'ai vu sur le terrain, il y a des motifs de satisfaction, mais je vais être très franc, il y a beaucoup à faire. Voilà, le taux d'exécution de certains travaux est très timide. Alors j'ai donné des instructions pour qu'on puisse accélérer ces travaux et achever à temps. Le chef de l'État, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, nous a instruit d'achever les travaux. Cette année, c'est ce château qui doit desservir des quartiers comme Chikoroni, Hippodrome, Bankoni, jusqu'à Doumanzana. Donc c'est pour vous dire que c'est des gros travaux, mais il faut faire le suivi pour que ce qui a été demandé au département, c'est-à-dire la satisfaction des besoins essentiels des populations en eau potable, soit une réalité. Autre information dans cette édition, à la tête de l'organisation des douanes, l'inspecteur général Chekna Hamala Diallo affirme un leadership fondé sur l'écoute, la concertation et la responsabilité partagée. Lors de sa première sortie officielle, le nouveau directeur général a choisi le dialogue en rencontrant transitaires et commissaires agréés dans le but de consolider le partenariat public-privé autour de 3 piliers: transparence, professionnalisme et confiance mutuelle. Inspecteur général Chekna Hamala Diallo, directeur des douanes. En l'occurrence, la transparence, parce qu'elle est la condition indispensable d'une administration crédible et respectée. Et s'agissant du professionnalisme, parce qu'il faut s'adapter aux exigences du commerce international et s'aligner sur les standards de l'Organisation mondiale des douanes. Enfin, la confiance mutuelle. Aucune réforme, aucune modernisation, aucune performance durable ne peut être atteinte dans un climat de méfiance. La douane sera ferme face aux manquements, mais toujours ouverte au dialogue avec les partenaires de bonne foi. Mon ambition est de travailler avec vous à l'identification de solutions pragmatiques, dans le respect bien sûr de la réglementation. La base de la loi des finances 2026, les objectifs sont aussi énormes parce que sont évalués à 975 milliards. C'est énorme, mais si nous tenons compte de notre environnement,
par rapport à d'autres pays, il y a lieu que nous nous attelons à sortir de certaines mauvaises pratiques pour pouvoir améliorer nos résultats. Le nouveau directeur de l'INPS a reçu sa feuille de route du ministre de la Santé et du Développement social, marquant le lancement des nouvelles mesures des départements pour renforcer les activités socio-sanitaires au Mali. À présent, suivant les interventions successives du ministre de la Santé et du Développement social, dont médecin-colonel Assaba Diallo Touré et le directeur général de l'INPS, Idrissa Bakari Diarra. Dans le cadre des réformes engagées par mon département, en vue du renforcement du système national de protection sociale en général et de la sécurité sociale en particulier, il vous est confié la lourde mission relative à la restructuration stricte et à l'application du mécanisme du Code de prévoyance sociale au Mali. Ainsi, la présente mission confiée à vous a pour objet d'identifier, d'apporter des réponses appropriées aux principaux défis juridiques, institutionnels, techniques et financiers entravant l'application efficace et équitable du Code de prévoyance sociale à la poursuite des objectifs de l'INPS. Elle vise également la poursuite de l'extension des champs d'application matériels et personnels de la sécurité sociale. Il s'agit notamment d'évaluer l'adéquation du Code de prévoyance sociale avec les réalités socio-économiques actuelles du pays, notamment les textes relatifs à l'assurance volontaire et à la médecine préventive, les visites d'embauche, les visites des lieux de travail et les visites périodiques. Accélérer le processus de digitalisation en vue de la dématérialisation effective du système assurantiel et mettre fin à la lourdeur administrative. Tous les personnels du ministère de la Santé et du Développement social seront désormais assujettis au contrat de performance dont les termes de référence sont déjà en phase de finalisation. La tâche, elle est lourde, elle est bien lourde, mais je pense qu'elle n'est pas hors de notre portée. Nous montrons notre disponibilité à mettre en œuvre tout ce qu'elle a prodigué comme conseil et orientation. À l'international, au Cameroun, le président Paul Biya a reçu le 8 janvier 2026 au palais présidentiel d'Etoudi les vœux de l'ensemble du corps diplomatique accrédité dans le pays. Elle s'est tenue quelques semaines après la prestation du serment du chef de l'État intervenu le 6 novembre 2025. Âgé de 92 ans, Paul Biya dirige le Cameroun depuis 1982. En Centrafrique, donné vainqueur avec plus de 76% des voix selon les résultats provisoires de l'ANE, Faustin Archange débute un troisième mandat, tandis que l'opposition dénonce des fraudes et annonce des recours. Retour à l'actualité nationale. Le dispositif médical de la Ligue 1 Pro Orange a été renforcé par la FEMAFOOT qui a mis à la disposition des médecins sportifs 4 défibrillateurs ce vendredi 9 janvier 2026 lors d'une cérémonie au siège de l'instance dirigeante du football malien. Écoutons respectivement Dr Fadjougou Keïta, chirurgien orthopédiste, traumatologue et le président de la commission centrale de la médecine sportive, Dr Adama Sangaré, au micro de Bala Kamara. Nous sommes en train de fatiguer Adama, notre président, Dr Adama Sangaré, tous les jours pour la disponibilité de ces matériels. Et je remercie aujourd'hui que vraiment ces matériels soient là aujourd'hui. Et je pense que ça va nous permettre de couvrir le championnat par ces matériels sans pouvoir l'utiliser. Mais sachez que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de décès, on ne sait pas, mais dire que la disponibilité de ces matériels-là sont là, il n'y aura plus de morts. Non, ça c'est un fait de Dieu. Mais l'agent médical doit être disponible, efficace, à l'écoute, pas au terrain pour être là pour quoi que ce soit, mais là pour le bon usage de ces matériels en cas de soucis. Par rapport à l'évolution de la médecine du sport, ces matériels-là doivent être disponibles partout. Chaque club doit avoir, chaque équipe doit avoir, et surtout une fédération. Donc, surtout la disponibilité des 4 défibrillateurs, je pense que c'est suffisant pour le débit, pour un débit. Sinon, on peut avoir besoin plus. Nous avons pensé que la programmation du championnat permet de jouer souvent 4 matchs ensemble. C'est très difficile de dépasser les 4 matchs.
Donc il y a 4 défibrillateurs. Et ces 4 défibrillateurs doivent être dans tous les stades au nom de la fédération pour le championnat et qu'il y aura des techniciens qui seront désignés comme responsables de cet appareil-là et que chaque match de la fédération du championnat doit être joué avec un défibrillateur au banc de touche. Monsieur le secrétaire général, représentant le président ici, on vous remercie 1000 fois. Parce que nous, les techniciens, on peut faire beaucoup de plaidoyer. Si les politiques ne l'écoutent pas, ça ne sera pas exécuté. On vous remercie infiniment d'avoir accepté de doter ce championnat de 4 défibrillateurs. Ces 4 défibrillateurs semi-automatiques, donc nous avons non seulement eu besoin de ça, on a aussi l'élément de diagnostic de l'arrêt cardiaque qui est le stéthoscope et le tensiomètre. Ils sont accompagnés de ça aussi. C'est la fin de ce journal sur Maliba TV 1. Merci à vous de l'avoir suivi. À la prochaine.